Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Mylène Coitou, avec la participation de René Badache, Le puzzle de la République. Marianne et le discernement, 2022. Martin Naillot, Les enjeux et défis du contrôle social au temps de la Covid-19. Une société excessivement sous contrôle mais jamais en sécurité, 2022. Pia Stalder, Nanga Désiré Coulibaly et Christian Agbobli, L'humour comme scène de jeu et enjeux sociaux. Perspectives internationales et interdisciplinaires, 2022. Michel Caudry, avec la collaboration de Dolores Lina Torres, Il faut réparer notre médecine, 2022. Mathieu Bortolin, La contestation domestiquée et son deuil. La révolte des Gilets jaunes. 2022. Nicole Perruy-Séfache, Vivre au XXIe siècle, 2022. Jean-François Kuntgen, Management et connaissance de soi, 2022. François Charpentier, Ces histoires qui ont tué le PS. De la MNEF au CREF, 2022. Hervé de Truchy, La pratique de la démocratie, nouveau défi. Oser la confiance, 2022. Sabine Ndzengue-Amoa, Santé pour tous et problématique des brevets sur les médicaments, 2022. Jocelyne Kiss, Geoffrey-Jeanne Edwards, Thierry Belguic, Penser la vulnérabilité, Penser la situation de handicap, 2022. Rafik Hemzizou, L'islamophobie intellectuelle, une critique, 2022. Yvon Quignou et Nikos Foufas, La possibilité du communisme, 2022. Avant-propos. Qu'il s'agisse de climat, de chômage, d'incendie, d'inondation ou de pandémie, l'immense majorité de la communication institutionnelle, des débats ou des publications insiste beaucoup plus sur les responsabilités individuelles que sur celles que pourrait avoir notre système socio-économique. Ainsi, la communication sur les émissions de gaz à effet de serre porte sur les bons gestes des consommateurs. S'ils ne font pas ces bons gestes, nous serons collectivement punis par le changement du climat. Cette communication moralisante réduit le changement climatique au comportement de consommateurs plus ou moins vertueux. Elle n'implique ni les États ni les entreprises, ni la façon dont les biens que nous consommons sont produits, transportés, conçus pour durer peu de temps et remplacés avant d'être hors d'usage du fait d'une course effrénée à la nouveauté. De même, les inégalités sociales sont absentes du débat alors que les 10% les plus riches génèrent 50% des émissions mondiales de copuissance 2 quand les 50% les plus pauvres n'en émettent que 10%. Enfin, les grandes entreprises sont les principales émettrices de gaz à effet de serre, les 100 premières d'entre elles étant impliquées dans 70% du total mondial. Les actions pour réduire les émissions devraient donc les concerner prioritairement, mais ce n'est pas le cas et les émissions progressent de façon continue. La réflexion et l'action pour limiter le changement climatique ne peuvent négliger ces réalités. En juin 1992, la conférence sur le climat organisée par les Nations Unies à Rio de Janeiro a insisté sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette année-là, les émissions mondiales s'élevaient à 21 milliards de tonnes, elles ont pratiquement doublé depuis et certaines hypothèses tablent sur 53 milliards de tonnes dès 2030. Manifestement, les bons gestes ne suffisent pas et ne suffiront pas. Agir pour limiter le changement climatique ne pourra se limiter aux comportements individuels. Il faut désormais regarder du côté des entreprises, des États et du système économique lui-même. La même communication est à l'œuvre concernant l'évolution de l'emploi. Selon de nombreux rapports officiels, la hausse du chômage résulterait principalement de salariés qui ne se forment pas, ne sont pas assez flexibles, ne quittent pas leur région en déclin pour des zones plus dynamiques, etc. Le fait que des actionnaires ferment une entreprise mais la recréent dans un autre pays pour améliorer la rentabilité,
et donc leur dividende est hors sujet. Le fait que la part des profits dans la richesse créée ait explosé depuis 40 ans est également hors sujet. La façon dont les technologies nouvelles sont déployées est aussi hors sujet. Pourtant, lorsque des actionnaires décident d'investir dans des technologies nouvelles, c'est parce qu'ils anticipent davantage de rentabilité. Ces technologies visent à réduire les coûts, notamment la masse salariale qui constitue souvent le principal poste de dépense. Mais comme l'augmentation des températures moyennes, l'augmentation du chômage serait davantage le produit de comportements individuels inadaptés que le produit des stratégies des entreprises. Dans le meilleur des cas, ce sont les dirigeants des entreprises qui sont critiqués et il suffirait de pointer les responsabilités personnelles des PDG d'Alibaba ou d'Amazon. Mais les entreprises qu'ils contrôlent, les banques qui financent leur croissance, les accords internationaux qui favorisent l'explosion du commerce mondial sont des non-sujets. Alors que la logique d'entreprise domine la société contemporaine, l'entreprise elle-même disparaît lorsqu'il s'agit de réfléchir au climat, à l'emploi, la pauvreté et les inégalités. De la même façon, la persistance de la pandémie de coronavirus est présentée comme le résultat du comportement inadapté d'individus qui ne se vaccinent pas ou ne respectent pas les gestes barrières. Mais nous vivons dans une économie mondialisée dans laquelle les marchandises et les personnes circulent massivement et rapidement, ce qui crée les conditions de la circulation des maladies contagieuses. Dans ce contexte, la qualité du système de soins et les moyens qui lui sont consacrés sont à prendre en compte. Cela d'autant plus que depuis plus de 20 ans, de nombreux spécialistes affirment que la pression sur les écosystèmes débouchera sur une succession de pandémies. C'est ce qu'analyse Marie-Monique Robin, dans une remarquable enquête sur la pandémie de coronavirus. Elle démontre que la destruction des écosystèmes, la déforestation, l'élevage industriel et l'expansion urbaine créent les conditions de pandémie à répétition. Le risque sanitaire ne se résume donc pas aux personnes rétives au vaccin et il faut, dans ce domaine également, voir plus loin que les individus. Quel que soit le domaine, notre système socio-économique est absent des réflexions et des analyses. Il ne serait jamais responsable des catastrophes, qu'elles soient climatiques, réchauffement, inondations, mégafeux, sanitaires, pandémies ou sociales, chômage, inégalité. Seuls les individus seraient responsables dans ces catastrophes. Des individus mis sur un pied d'égalité, qu'il s'agisse de propriétaires d'entreprises géantes agissant sur un marché mondial et comptant des centaines de milliers d'employés, de livreurs à vélo pour Uber ou de cueilleuses de thé sri-lankaises payées 70 € par mois. Se limiter aux comportements individuels et occulter les responsabilités de notre système socio-économique empêche de comprendre pourquoi les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter et pourquoi l'inaction climatique persiste depuis plus d'un quart de siècle. L'analyse des catastrophes environnementales ou sociales à laquelle nous procédons dans ce livre montre qu'il existe une cohérence entre l'inaction et la sous-estimation des risques. En effet, lorsqu'on sous-estime un risque, on ne s'y prépare pas, on ne l'anticipe pas. N'étant pas anticipé, il devient comme inexistant et on ne s'organise pas pour l'éviter ou en limiter les conséquences. Les sommes qu'il faudrait investir pour s'en protéger ne sont pas mobilisées, car les actionnaires et dirigeants des grandes banques et entreprises ont convaincu les électeurs qu'il fallait réduire la fiscalité et les dépenses publiques pour ne pas peser sur les profits. Ils les ont également convaincus de ne pas mettre en place de politiques rigoureuses en matière environnementale et obtenu que le coût des nuisances qu'ils génèrent ne leur soit pas facturé. La responsabilité des entreprises disparaît, mais puisque les émissions continuent à progresser, il faut un bouc émissaire. L'individu sans vertu. Si on veut véritablement s'attaquer aux sources du dérèglement climatique, des mégafeux et des inégalités, il faut au contraire partir du système économique et non des individus. Plus précisément, il faut étudier sous un autre angle le mythe fondateur de l'efficacité. En effet, l'efficacité d'une dépense ne se mesure pas de la même façon dans une entreprise ou dans un service public. Les services publics ne génèrent pas de chiffre d'affaires, et leur efficacité ne se mesure pas en termes de productivité ou de rentabilité. Comment calculer la rentabilité d'un enseignant, éducateur spécialisé, soignant, pompier, gendarme, militaire, juge, musicien ou animateur? Les effets de leurs actions sont très complexes et les services publics ne visant pas la rentabilité,
Ils ne peuvent pas utiliser les mêmes indicateurs simples que les entreprises. Celles-ci ont un objectif individuel, dégager une marge financière qui pourra se traduire en dividendes pour les actionnaires. Elles n'ont aucun objectif collectif, faire société. Pour une entreprise, une dépense est efficace si elle génère des bénéfices, elle est inefficace, donc inutile si elle génère des pertes. Réduire la mesure de l'efficacité de l'action publique à des indicateurs créés pour mesurer des pertes et des profits, surestime l'efficacité des dépenses privées, mais sous-estime l'efficacité de l'action publique. Dans cette conception, toute dépense qui augmente les coûts pour les entreprises est jugée inefficace si elle n'améliore pas leur rentabilité. Cela débouche logiquement sur le rejet de tout scénario de crise future, et c'est ce qui se passe depuis au moins un quart de siècle. La façon dont l'inaction climatique a été construite en est l'illustration. Dès le début des années 90, le coût d'une tonne de copuissance 2 émise dans l'atmosphère était estimé entre 4 et 150 €. Mais les institutions internationales et les gouvernements ont systématiquement retenu les estimations les plus basses afin de ne pas peser sur la rentabilité des entreprises, et donc sur les dividendes versés. Sur la base de cette hypothèse minimaliste, le coût de l'action pour éviter le changement climatique était estimé à 1% du PIB mondial en 1995, 3 ans après la conférence de Rio. Il se situe désormais entre 12 et 20% du PIB mondial, soit une multiplication par 12 à 20 en un quart de siècle. Cette croissance vertigineuse du coût de l'action résulte du refus initial d'augmenter les dépenses pour les entreprises et de réduire leur rentabilité. Cette incapacité à anticiper, cette incompétence construite ne s'est pas répandue par hasard et repose sur 3 piliers. 1. Puisque l'efficacité de l'action publique est plus complexe à mesurer que celle des entreprises, c'est la nécessité de cette action elle-même qui est contestée. 2. Puisque l'action publique est présentée comme inefficace, la dépense publique est inutile. 3. Parce que le marché est supposé capable de régler n'importe quel problème, les scénarios de crise sont rejetés. Les entreprises privées sauront gérer les risques grâce à l'innovation, à condition qu'elles soient libérées de toute entrave. L'État doit donc se retirer et laisser faire le marché. Mais la réalité est plus complexe que ce raisonnement simpliste. La circulation accélérée des marchandises dans un marché mondialisé contribue au changement climatique, à la circulation des virus mais aussi à la déqualification des emplois. La suppression de ces emplois repose sur des technologies gourmandes en copuissance 2, lesquelles contribuent par conséquent au changement climatique. Les monoproductions agricoles visant le marché mondial favorisent les méga-feux, contribuent au changement climatique et au développement d'une agriculture intensive, industrielle et chimisée. Ces monoproductions accentuent la déforestation et aggravent les risques pandémiques et climatiques. Les statistiques disponibles montrent que les émissions de gaz à effet de serre progressent considérablement depuis 60 ans, et que le rythme de progression accélère depuis 25 ans. Le volume du commerce mondial explose et accélère également depuis 25 ans. Ces progressions sont liées. Les différentes catastrophes que nous connaissons déjà ne sont pas le résultat de dysfonctionnement de notre système économique. C'est son fonctionnement normal, sa cohérence interne qui débouche sur le changement climatique, les inégalités, les méga-feux ou les pandémies. Cette cohérence doit être mise en évidence si on souhaite lutter simultanément contre ces risques majeurs. On peut néanmoins comprendre ceux qui croient que quelques individus sont responsables de ces catastrophes. En effet, outre qu'il est plus difficile de remettre en cause un système économique que chercher un individu coupable, cet individu imaginaire rassure. On peut ainsi espérer que l'identifier suffise à régler le problème en l'empêchant de nuire. En revanche, il est angoissant de constater que le système économique qui génère nos emplois, nos revenus et notre consommation est devenu nuisible. C'est la logique interne à notre système socio-économique qui est devenue le problème. Si les analyses se limitent à pointer des responsabilités individuelles, même s'il s'agit de milliardaires, on ne peut comprendre pourquoi l'inaction climatique est la règle, pourquoi les inégalités sociales s'accentuent, pourquoi la France réduit les moyens consacrés à préserver les forêts et lutter contre les incendies, etc. Dans le monde réel,
Les groupes mondiaux privilégient des technologies économes en emploi mais gourmandes en copuissance 2 et étendent sans cesse la circulation mondiale des marchandises. Cette stratégie est très rentable et génère des dividendes considérables, mais elle favorise le dérèglement climatique, les inondations, les mégafeux, les pandémies. La crise climatique est le produit de notre système socio-économique. Elle n'a rien à voir avec un complot ou un combat métaphysique entre le bien et le mal. Ce système est à la fois une économie de marché et une économie capitaliste. Il s'agit d'une économie de marché parce qu'il repose sur l'achat et la vente de biens, de services et de travail. Ce marché est souvent idéalisé et présenté comme un lieu d'échange, souvent local, équilibré entre des participants égaux. Cette imagerie n'a rien à voir avec l'économie globalisée dans laquelle nous vivons. Il s'agit d'une économie capitaliste parce que si ce système repose sur l'achat et la vente, les participants ne sont pas à égalité dans cet échange. Il existe un groupe social qui dispose de moyens de production ou de ressources à investir, et un groupe social qui cherche à vendre sa capacité de travail et qui ne dispose pas de capital. Florence Jany-Catrice se demande ainsi s'il faut penser l'économie par le capitalisme ou par l'économie de marché. Elle rappelle que les analyses en termes de marché amènent à considérer les crises comme de simples dysfonctionnements dont la solution passe par une amélioration des mécanismes du marché, davantage de concurrence, création de nouveaux marchés, etc. À l'inverse, si on étudie ces crises en prenant en compte le caractère capitaliste de notre économie, on peut s'interroger plus largement et notamment prendre en compte les inégalités entre groupes sociaux. Cela amène alors à constater que les grands groupes mondiaux sont contrôlés par des actionnaires privés. Ces groupes imposent leur modèle économique, basé sur la spécialisation internationale, la circulation des marchandises et l'automation-robotisation de la production. Ce modèle est gourmand en copuissance 2, économe en emploi mais très rentable. Comprendre cette réalité aide à mieux comprendre l'alternative qui s'offre à nous. Soit poursuivre dans cette logique économique qui génère du copuissance 2, des inégalités croissantes et des profits, au détriment de l'emploi et du revenu des plus pauvres. Soit rompre avec ce modèle et repenser l'ensemble des règles du commerce international et la fiscalité, pour favoriser le circuit court et la proximité. Cet autre modèle émet beaucoup moins de copuissance 2. Mais dans la mesure où il a besoin d'emplois et d'infrastructures pour fonctionner, il génère aussi moins de profits. Pour être efficace, l'action pour limiter le changement climatique doit donner la priorité à une fiscalité contraignante. Celle-ci devra passer par une forte limitation des profits liés aux délocalisations et aux automatisations-robotisations afin de favoriser le circuit court, l'emploi de proximité, les productions relocalisées, plus faiblement émettrices de copuissance 2 que celles intégrées dans une logique mondiale à bout de souffle. Mettre en place cette fiscalité représenterait une ponction d'environ 12% du PIB mondial. Cette rupture est possible. La part des profits est passée d'environ 25% de la richesse mondiale au début des années 1980 à environ 45% en 2020. Faire peser cette fiscalité en totalité sur les profits ramènerait leur part dans le PIB mondial autour de ce qu'il était au début des années 1980. Il semble donc possible d'agir enfin et de faire porter les sacrifices sur les plus riches, lesquels sont également de très loin les principaux émetteurs d'équivalent copuissance 2. Cela ne veut pas dire dédouaner les petits émetteurs de leurs obligations, car les gestes individuels sont nécessaires. Mais sans action globale sur les conditions de la production, ils seront largement insuffisants. Il faut s'attaquer aux sources des émissions de gaz à effet de serre, et donc au mode de rentabilisation de notre système socio-économique. Ce qui doit être sacrifié est la logique du profit à tout prix, car ce modèle a épuisé sa capacité d'impulsion. Nous devons développer une économie de proximité, donnant la priorité à l'emploi plutôt qu'aux profits et aux émissions de gaz à effet de serre. Des profits en augmentation et toujours plus copuissance 2, mais peu d'emplois et de revenus. Ou moins de profits et de copuissance 2, mais davantage d'emplois et de revenus. À nous de choisir. Un confère. Inégalités extrêmes et émissions de copuissance 2, Oxfam, décembre 2015, page 4.
Chapitre 1. Penser autrement la dépense publique pour penser vraiment le futur. La première pandémie de coronavirus a révélé un manque criant d'équipements lourds, en réanimation par exemple, mais également en petit matériel, masques, gants, vêtements à usage unique pour les soignants, gel hydroalcoolique pour les salariés travaillant en EHPAD, aux caisses de magasins, les AESH, etc. Sans oublier le manque de tests et la pénurie d'une série de médicaments nécessaires en réanimation, notamment les analgésiques, curares, sédatifs, relaxants musculaires, etc. Le même constat est fait concernant les moyens de lutte contre les incendies, le système éducatif, etc. Ces pénuries résultent des décisions de plusieurs gouvernements successifs, donnant une priorité absolue à la baisse des dépenses publiques. Ces restrictions ont aggravé les conséquences de la pandémie en termes de mortalité, d'effets dominos dans d'autres secteurs d'activité et donc de chômage, de perte de ressources fiscales, de baisse du PIB. Cette crise est ainsi l'occasion de faire le point sur 2 sujets. 1. Pourquoi choisir le terme de dépense plutôt que d'investissement, lorsque les pouvoirs publics évoquent l'action publique ? 2. Une tradition prospective intègre l'idée qu'il faut impérativement envisager plusieurs scénarios, dont celui de l'inacceptable. Dans le cas du coronavirus, des méga-feux ou du changement climatique, chacun peut voir que ces scénarios ne font pas partie des options envisagées. Pourquoi ? Est-ce lié au fait qu'ils supposent des dépenses ? Quels sont les mécanismes qui amènent à rejeter une partie des scénarios possibles pour le futur ? Ce chapitre montre la nécessité d'une approche systémique qui dépasse la question des comportements individuels. Il donne le cadre qui permet de comprendre pourquoi le climat se dégrade, chapitre 2, pourquoi le risque sur l'emploi que fait peser un certain usage des technologies nouvelles n'est pas pris en compte, chapitre 3, et pourquoi il en est de même des méga-feux, chapitre 4. La dépense publique, un terme trop simple pour rendre compte d'actions complexes. Le mot dépense vient du latin dispendere qui signifie distribuer et qui a donné naissance à dispendieux, qui nécessite une grande dépense, onéreux. Le dictionnaire Larousse fournit plusieurs synonymes du terme: frais, paiement, charges, débours, débit, décaissement, consommation. Au fond, le terme de dépense fait davantage penser à une cigale inconséquente qu'à une fourmi besogneuse et prévoyante. C'est sans doute ce que pense le Premier ministre français, qui évoque une addiction française à la dépense publique en juillet 2017. Pourtant, à y regarder de plus près, cette dépense publique comporte 2 aspects. Elle est en partie liée au fonctionnement et pour partie, une préparation du futur par le biais d'investissements. Mais ces investissements préparent-ils vraiment le futur ? En principe non. Ils ne sont pas faits pour préparer le futur mais pour s'adapter à des futurs possibles. Un futur qui poursuit la tendance constatée dans le passé, futur au fil de l'eau. Un futur sur lequel la puissance publique choisit d'agir fortement par des investissements importants. Un futur qui prend en compte un ou des risques majeurs, crise économique ou financière, pandémie, dérèglement climatique, perte massive de terres agricoles du fait d'inondations ou de méga-feux, tempêtes récurrentes, guerre aux portes de l'Europe, etc. Futur inacceptable. Ces risques peuvent se cumuler, ce qui correspond à une évolution véritablement inacceptable, mais dont il faut pourtant étudier les conséquences pour essayer de s'en prémunir. Comme beaucoup d'autres pays, la France subit depuis 30 ans un appauvrissement de la notion de dépense, symbolisée par la notion d'addiction. Il n'y a plus d'investissement public pour préparer le futur, mais seulement une dépense indifférenciée. Il faudrait une dose quotidienne de dépenses, sans projet autre que cette dose, puis attendre la suivante le jour suivant et ainsi de suite. La dépense publique est ainsi définie comme négative en elle-même, d'autant qu'elle suppose des financements par l'impôt ou l'endettement. Les impôts sont présentés comme contre-productifs au point d'avoir donné naissance à une formule célèbre mais non démontrée: trop d'impôts tue l'impôt. L'économiste américain Arthur Laffer a popularisé ce terme à la fin des années 70 au travers d'une courbe qui montrait selon lui la naissance d'une allergie fiscale à partir de certains taux d'imposition. À la même époque, Milton Friedman parlait de la drogue de l'inflation. Allergie, addiction, drogue, ce lexique médical revient à comparer les corps et les États. Un État est malade s'il dépense trop. Les États-Unis sont ainsi un corps-État très sain puisque la dépense publique et les impôts y sont réduits. Par comparaison,
la France apparaît atteinte d'une addiction à la dépense publique. Dans cette optique, le modèle américain est considéré comme plus sain que le modèle français. La dette sert aussi à financer les dépenses publiques. En réalité, la dette ne finance pas des dépenses, mais des dépenses de fonctionnement, essentiellement les salaires, et des investissements pour préparer le futur. C'est d'ailleurs le raisonnement des entreprises qui recourent à l'endettement pour se développer. Les ressources obtenues par la dette vont accélérer leur croissance en créant un effet de levier. Les profits supplémentaires générés seront supérieurs aux coûts supplémentaires de la dette. Pour les entreprises, s'endetter est un acte positif s'il s'inscrit dans un projet stratégique. Mais dans le cas des États, la dette serait négative par nature et il n'y aurait pas d'effet de levier. La dette constituerait alors une pression supplémentaire sur le budget national. Pourtant, aucune recherche ne démontre que l'investissement, donc la dépense et la dette, serait bon pour les entreprises mais néfaste pour les États, les collectivités territoriales ou le secteur hospitalier. En considérant la dépense et la dette publique comme toujours négatives, cette idéologie crée en outre un sérieux problème. En effet, puisque dépenser moins est l'objectif, les responsables des budgets publics refuseront de prendre en compte des hypothèses de crise majeure dans leurs prévisions budgétaires. Ils prendront en fait le risque de nier l'existence de risques parce que leur priorité est la réduction des dépenses publiques, des impôts et de la dette. 2. Comment prendre en compte l'inacceptable dans les scénarios prospectifs ? A. Toute prospective suppose plusieurs scénarios. Réaliser un travail prospectif suppose d'envisager plusieurs scénarios, dont celui d'un événement jugé improbable mais néanmoins possible. Rupture technologique qui rend caduque une filière et perte massive d'emplois. Rupture climatique et environnementale, multiplication de tempêtes détruisant les forêts, méga-feux, montée des eaux rendant inhabitables certains littoraux, pandémies, etc. Au début des années 80, les travaux prospectifs ne rejetaient pas de façon systématique les hypothèses inquiétantes, éloignées de la moyenne des autres scénarios. Ces écarts n'étaient pas systématiquement considérés comme le produit d'erreurs méthodologiques, mais comme un autre éclairage, un autre futur possible. La notion d'alternative n'était pas constamment rejetée par principe. Il y avait débat, controverse et le terme alternative avait droit de citer. Dans ces débats, la question du coût de l'action venait dans un second temps. Il fallait d'abord identifier les risques, établir des scénarios, estimer les coûts qui leur étaient associés et enfin informer les décideurs politiques afin qu'ils prennent des décisions en toute connaissance de cause. Les élus comme les administrations centrales entendaient d'autant plus aisément ces futurs possibles que les cadres des collectivités et nombre de dirigeants nationaux admettaient la nécessité de se préparer à différents futurs. Penser l'avenir intégrait plus souvent des hypothèses de rupture, des déséquilibres systémiques et donc des crises majeures. Les politiques publiques étaient alors supposées pouvoir s'adapter par l'impôt, la réglementation, la dette ou un compromis entre ces différentes options. Mais ces scénarios intégrant des ruptures non voulues ont progressivement perdu droit de cité, et la dépense publique a été présentée comme négative par nature. Cette régression a d'ailleurs été facilitée par les difficultés récurrentes de mesure objective de ses effets. B. Si l'asymétrie informationnelle dépense-efficacité sociale n'est plus pensée, l'efficacité de l'action publique est sous-estimée. Toute politique publique repose sur un compromis entre son coût et son efficacité. Cette phrase, simple en apparence, est en réalité truffée d'embûches. En effet, le coût d'une politique publique est aisément mesurable par le biais des sommes mobilisées pour la mettre en place. Mais si la dépense est aisément mesurable, son efficacité ne l'est que partiellement, car les effets d'une action publique sont rarement uniquement monétaires. Illustrons le propos par une simple piste cyclable. Sa mise en place peut contribuer à réduire le trafic routier et changer la mobilité de proximité, vélo, trottinette, marche. Elle peut donc contribuer à réduire les émissions de copuissance 2 et de différents polluants. Cette partie physico-chimique est aisément calculable. Mais cette piste peut aussi contribuer à limiter la survenue de maladies pulmonaires. Or, mesurer ces effets sur la santé humaine est nettement plus complexe à calculer, car il faut élaborer des modèles basés sur des études épidémiologiques prenant en compte la génétique, les habitudes alimentaires, les conditions de vie et de travail,
le cocktail chimique que subissent les personnes susceptibles d'emprunter cette piste, etc. Ces travaux devraient savoir estimer que tenant compte de leur pathologie, certaines personnes auraient une probabilité plus élevée de mourir sans la piste cyclable, alors qu'elles seraient sauvées grâce à la réduction locale des polluants atmosphériques. De telles hypothèses sont extrêmement complexes à élaborer, et leur fiabilité est d'autant plus réduite que l'échantillon de population concernée est faible. Autrement dit, le modèle statistique sera probablement crédible s'il est appliqué à un échantillon très important, d'échelle nationale ou mondiale. Mais son application locale est très aléatoire, car elle dépend d'une multitude de facteurs, variables dans chaque espace et dans chaque période. Par exemple, l'exposition au vent favorise plus ou moins la dissipation des polluants. Mais il faut également prendre en compte la concentration des émissions dans la journée, les pathologies des usagers, les autres expositions comme les perturbateurs endocriniens, etc. Les problématisations et travaux de méthodologie sur ces sujets ont parfois plusieurs décennies d'ancienneté. Il ne s'agit donc pas d'une découverte récente. Enfin, il devrait déboucher sur des mesures monétaires afin de donner un caractère objectif à la dépense effectuée d'un côté, aux économies réalisées de l'autre. Le point de départ est le calcul du montant d'investissement nécessaire pour éviter des morts supplémentaires. Ce chiffre correspond ainsi à une estimation du coût d'un mort, calculé à partir du montant tutélaire que la collectivité acceptera implicitement ou explicitement de prendre en compte pour une vie sauvée ou fauchée. Cette valeur traduit les représentations collectives de la valeur de la vie, le revenu moyen du pays concerné, son PIB, son système de santé, etc. Ainsi, des valeurs très différentes existent selon les pays. Elles ne traduisent pas la valeur d'une vie humaine dans l'absolu, mais ce que la société pense raisonnable de dépenser pour éviter une mort supplémentaire. En fait, cette valeur exprime de façon indirecte le PIB et le pouvoir d'achat du pays concerné, mais aussi celui de la personne considérée. Ainsi, l'Assemblée nationale montre en 1999 que les différences de niveau de développement entre pays se traduisent par des écarts d'1 à 20 entre les estimations. Ces valeurs sont également liées à l'âge de la victime, c'est-à-dire au nombre d'années de revenus et de consommation perdues. Le calcul établi à partir des ventes manquantes est par conséquent socialement très marqué et soulève de profondes questions sociales, éthiques et politiques. Comment calculer la valeur des productions et consommations perdues par la mort précoce d'un lycéen ? Faut-il prendre en compte la catégorie socio-professionnelle de ses parents, leurs revenus et leur patrimoine et considérer que ce lycéen aurait dû avoir la même vie que ses parents ? Qu'il ne serait pas lui-même devenu un cadre supérieur ou un riche homme d'affaires, s'il est fils d'ouvrier ou d'ouvrière par exemple ? Ou un ouvrier, s'il est fils de cadre supérieur ou d'un homme ou d'une femme d'affaires ? On comprend que ces mesures sont très complexes et reposent sur une multitude d'hypothèses. Cette complexité résulte d'une asymétrie d'information. La dépense publique est mesurable à l'instant T, financer une piste cyclable, mais l'effet de cette dépense ne l'est pas. Ceci est particulièrement vrai dans les domaines qui touchent à l'essence même de l'humain, maladie, mort ou accident évité, échec ou réussite scolaire, insertion ou exclusion, etc. Il existe ainsi une double rupture dans l'information. Le coût de l'action publique est mesurable, mais ses effets ne le sont pas toujours. Il est possible de mesurer une dépense, mais il est pratiquement impossible d'estimer une recette. La mesure monétaire apparaît ici insuffisante du fait de la complexité et de la diversité des effets de l'action publique. Le prix payé par une entreprise est mesurable mais les effets de sa stratégie ne le sont pas totalement du fait d'externalités négatives. Pollution, changement climatique, méga-feux. La complexité des mesures monétaires résulte de la difficulté à estimer les coûts complets d'une pollution, d'une dégradation de l'environnement, du changement de climat, etc. Ces difficultés se traduisent par des mesures qui peuvent varier d'1 à 10, 50 ou 100 selon les hypothèses retenues et les connaissances scientifiques disponibles au moment des études. Qui doit prendre en charge la pollution générée par une entreprise particulière ? La collectivité ou l'émetteur de cette pollution ? Et dans les deux cas, comment la mesurer ? En termes de volume uniquement, tonnes de copuissance 2, de soufre, de plomb, etc. En essayant de donner une valeur monétaire à ces volumes émis ?
Il n'existe à ce jour pas d'autre solution que de donner une valeur monétaire à ces coûts, afin d'avoir un cadre d'analyse et d'action. C'est ce qui permet de débattre de la face cachée de toute activité économique, et de réfléchir à la façon dont elles doivent s'insérer dans notre environnement au sens large. Donner une valeur monétaire ne signifie pas autoriser les entreprises à polluer en payant. C'est au contraire les faire payer pour qu'elles ne polluent plus, qu'elles intègrent dans leur prix de vente le coût réel de leur activité. C'est ce coût réel qui permet de réorienter l'économie vers une organisation compatible avec la préservation du climat. Si ce coût n'est pas pris en compte, les entreprises peuvent continuer à épuiser les ressources de la planète sans aucune conséquence pour leur rentabilité. S'il est pris en compte, elles sont contraintes de revoir leur organisation. Cela peut favoriser la relocalisation des activités productives et réduire massivement les transports mondiaux de marchandises, extrêmement coûteux en termes d'émissions de copuissance 2. C'est les coûts externes, un sujet centenaire. Ces questions ont été soulevées il y a plus de 100 ans. L'économiste anglais Arthur Pigou en pose les bases dès 1920 en mettant en évidence l'existence d'externalités. Il préfigure ainsi le principe du pollueur-payeur dans un livre fondateur. Ces réflexions sont malheureusement restées confinées dans un cercle étroit. En particulier, elles sont exclues du champ de réflexion et de modélisation de l'économie néoclassique qui domine les débats depuis l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. Elles le sont également de leurs héritiers au pouvoir dans de nombreux pays, qui continuent à sous-estimer le risque environnemental et à surestimer la capacité du marché à régler le problème. Or, les externalités négatives peuvent être massives comme le montre l'exemple des gaz de schiste. Ils ne sont pas concentrés dans une poche comme les gaz ou hydrocarbures conventionnels, mais contenus dans des roches qui contiennent 5 à 10% de gaz exploitable. Il faut donc fracturer cette roche pour permettre au gaz de s'échapper en injectant de l'eau mélangée à du sable à très forte pression, pour faire éclater la roche. Cela nécessite une énorme consommation d'eau puis l'injection de très nombreux produits chimiques, antibactériens, biocides, anticorrosifs, etc., et la fracturation de roches qui crée des milliers de microséismes polluant gravement les nappes phréatiques. Le coût de production d'une unité de gaz de schiste peut être d'1 € à la charge de l'entreprise. Mais son coût environnemental peut être de 10, 20 ou 100 € du fait de la pollution des sols, sous-sols et nappes phréatiques, de la dégradation des habitations du fait des microséismes que produit la fracturation des roches, etc. Un écart de 1 à 10 signifie qu'un bien ou service vendu 1 € par une entreprise peut coûter collectivement 10 €. Les 9 € manquants correspondent alors à des externalités négatives, c'est-à-dire à des dégâts que la collectivité doit supporter. Autrement dit, l'entreprise vend 1 € un bien ou service dont le coût réel est de 10 €. Ce prix de vente d'1 € intègre le profit de l'entreprise. Si on estime celui-ci à 20%, l'écart entre le profit privé et le coût supporté par la collectivité pour réaliser ce profit est abyssal. Pour réaliser 20 centimes de profit privé, cette entreprise socialise 9 € de perte, soit un rapport de 1 à 45 entre le profit privatisé et le coût socialisé. De tels écarts sont courants comme nous le verrons en étudiant certains accidents industriels. Nos économies fonctionnent donc sur des modes de calcul doublement partiels. L'efficacité de la dépense publique est structurellement sous-estimée tandis que l'efficacité de l'initiative privée est structurellement surestimée. Cette double inconstance, cette asymétrie informationnelle au profit des entreprises et au détriment du service public pose un problème lorsqu'il s'agit d'évaluer des risques pour le futur. Le risque a cette ambiguïté constitutive que l'on ne sait pas quand va frapper l'accident, sans quoi il serait possible de l'anticiper, mais on sait qu'il va certainement se produire. Il est à la fois contingent et inévitable. C'est cette fatalité paradoxale qui fait du temps du risque un rapport à l'avenir totalement différent de la continuité sans heurts, recherchée par le schéma moderniste issu des Lumières. Ne pas prendre en compte les coûts cachés revient à ne pas prendre en compte l'idée même de risque. Minorer les externalités négatives, créer les conditions pour sous-estimer les dangers comme utiliser un thermomètre hors d'usage empêche de mesurer correctement la température. Les scénarios d'action pour le futur ne peuvent qu'en souffrir. D.
les difficultés de mesure de l'efficacité des dépenses publiques tendent à écarter tout scénario catastrophe. Restons pour le moment sur la comparaison du rapport coût-efficacité des entreprises privées et du secteur public. Une entreprise est considérée comme efficace si elle génère du profit. Mais on ne peut mesurer l'efficacité de l'action publique dans les mêmes termes, puisqu'elle ne vise pas à dégager du profit. Si on réduit cette action à ce qu'elle coûte, on la réduit aux indicateurs des entreprises alors que ces deux structures différentes n'ont pas les mêmes objectifs. Cela biaise la réflexion puisqu'une seule dimension est prise en compte, la dépense mais non la recette, qui consiste par exemple à permettre la scolarisation, l'accès aux soins, à la culture, à une nature préservée et des forêts en bon état, etc. Se contenter d'utiliser le calcul monétaire pour mesurer ce que coûte l'action publique est inefficace. Mais cela limite également la vision prospective et la capacité d'anticipation pour plusieurs raisons. En premier lieu, on ne sait pas toujours si la situation de départ, la réalité que l'on observe, correspond à un idéal, à une situation catastrophique ou à un entre-deux. La volonté d'objectiver l'analyse, c'est-à-dire de la présenter d'une façon neutre en utilisant la monnaie comme indicateur, peut amener l'analyste à éviter tout jugement sur la situation initiale. D'autant plus que, lorsque des écarts importants sont constatés dans les résultats des évaluations, les valeurs les plus faibles et les plus élevées sont souvent éliminées des analyses car jugées aberrantes. Cela revient à ne retenir que des scénarios relativement standards et consensuels. On parlera alors d'évolution au fil de l'eau, de petites récessions, de croissance raisonnable mais jamais de rupture ou de scénario catastrophe. Ces dernières décennies ont vu l'élimination des scénarios de rupture, de crise majeure, au motif que leurs hypothèses n'étaient pas démontrées. Or, même si les hypothèses sont inhabituelles, il est toujours nécessaire d'envisager des évolutions qui ne poursuivent pas les tendances existantes afin de se préparer à d'éventuelles ruptures majeures. Le service public devrait avoir l'obligation d'envisager ces risques de rupture en ne censurant pas les travaux qui prévoient des crises importantes, sous prétexte d'éviter des dépenses supplémentaires. Lorsque l'action publique se limite à un objectif unique de réduction des dépenses, on finit par croire que la situation va s'améliorer lorsque les dépenses diminueront. L'objectif de baisse des dépenses devient une fin en soi, elle est présentée comme la solution globale. Mais comme on ne sait pas mesurer ce que cette dépense apporte à la société, la réflexion reste enfermée dans une seule dimension, la dépense, dans une seule rationalité, celle de l'entreprise, et dans un seul instrument de mesure, la monnaie. La pensée se réduit alors au monde de l'entreprise alors que les objectifs d'une entreprise et d'un État ne sont pas les mêmes. Dans notre économie capitaliste, une entreprise cherche à faire du profit, un État est supposé chercher à faire société. L'État perd cette capacité si son seul objectif devient la réduction de ses dépenses, alors qu'il ne dispose pas d'outils pour mesurer le profit dégagé par celle-ci. Cette approche très réductrice revient à dépolitiser le politique. Elle remplace la décision politique par l'expertise. L'expert indiquerait le bon niveau de dépense et le politique réduirait son rôle à la mise en place des mesures permettant d'atteindre ce niveau. C'est un renoncement à toute stratégie publique et le triomphe des comptables et cabinets conseils. Des calculs sont effectués mais ils ne s'appliquent pas à une chose réelle, à une chair. Ils sont désincarnés si l'État renonce à mesurer ce qui ne se donne pas facilement à mesurer en termes monétaires, le vivre ensemble, la santé, l'éducation, l'environnement, le climat, la nature et les massifs forestiers, etc. Il existe ainsi un lien fort entre cette réduction de la mesure de l'efficacité de l'État aux indicateurs des entreprises, la stigmatisation de la dépense publique et le refus des scénarios de crise. Cette obsession de la réduction des dépenses publiques passe notamment par un langage désincarné qui insiste sur la dépense et qui masque la réalité du travail effectué dans les services publics. Il est plus facile de supprimer un poste qu'un emploi. La conception du futur qui s'impose depuis un quart de siècle sous-estime structurellement l'efficacité de l'action publique. Dans cette approche, on va insister uniquement sur ce que coûte un emploi de fonctionnaire sans chercher à mesurer ce qu'il apporte à la société. C'est notamment ce qu'ont montré les personnels hospitaliers qui n'ont cessé d'alerter sur les pénuries de moyens et les risques de rupture plusieurs mois avant la pandémie,
ou encore les pompiers en grève de longs mois pour disposer de davantage de moyens avant les méga-feux. Le scénario de l'inacceptable sur lequel ils alertaient constamment les pouvoirs publics n'a pas été entendu. Depuis plus d'une décennie, les suppressions de postes et les fermetures de lits d'hôpital et de réanimation ont continué. On parle d'ailleurs de suppression de postes et non de suppression d'emplois. Dans un emploi, il y a une ou des fonctions, on est employé à quelque chose. Employer renvoie également à utiliser, est employer ce qui est utile, ce qui sert à quelque chose, par exemple une infirmière, une anesthésiste, un enseignant ou un pompier. Le terme d'emploi renvoie davantage à des fonctions, à des missions, à des tâches, à un rôle. Il évoque une utilité sociale. À l'inverse, le terme de poste ne renvoie ni à des fonctions ni à des tâches, il est plutôt statique. Un poste est aussi un lieu, un poste de transformation de courant électrique par exemple. Le poste est plutôt immobile, il n'exprime pas de dynamique. On ne parle donc plus de la même chose lorsqu'on communique avec un autre vocabulaire. Lorsqu'on supprime des postes, on ne supprime pas des activités qui contribuent au bien commun, on a le courage de lutter contre l'addiction à la dépense publique. Mais lorsqu'on supprime des emplois, on doit choisir qui soigner dans les phases critiques comme celle des crises épidémiques, on peut être amené à choisir les hameaux ou villages à préserver lors des grands feux, etc. D'autre part, derrière un emploi, il y a une personne et sa famille directement affectées par la perte de revenus, l'angoisse. Dans le premier cas, poste, on manipule des abstractions, dans le second, emploi, il s'agit de vies humaines et de l'utilité du travail effectué. Le choix des mots n'a donc rien d'anodin, il contribue à effacer le sens du travail, à faire de l'action publique une comptabilité des dépenses. Parler de poste plutôt que d'emploi est cohérent avec le fait de se limiter à mesurer la dépense sans chercher à en mesurer l'utilité. Il est d'ailleurs un fait significatif à vérifier à cet égard à chaque élection présidentielle. De nombreux candidats affirment vouloir supprimer tant de centaines de milliers d'emplois publics s'ils sont élus. Mais une fois sortis de cette généralité, ils ne sont jamais en mesure de préciser s'il faut supprimer des personnels soignants, des enseignants, des policiers ou gendarmes, des éducateurs ou des pompiers. Il y a un lien logique entre la culture de la réduction de l'emploi et la culture de la réduction de la dépense publique. Il y a un lien logique entre le refus des scénarios de l'inacceptable et la difficulté à mesurer l'efficacité de l'action publique. Mais ce faisant, les prospectives et les scénarios retenus depuis des décennies sont insuffisants, incomplets, imparfaits, partiels. Depuis un quart de siècle, il manque le plus important dans les hypothèses de travail des pouvoirs publics, en l'occurrence le risque majeur, systémique. Dans un tel contexte, que peut-on dire des scénarios d'évolution au fil de l'eau, volontariste ou de rupture ? 1. Le scénario au fil de l'eau est présenté comme le choix de l'immobilisme. Une évolution au fil de l'eau poursuit les tendances passées, sans rupture marquée, que ce soit vers le haut, croissance démographique ou économique soutenue, émergence de nouvelles activités ou entreprises, etc., ou vers le bas, difficultés économiques, récession, crise environnementale, etc. Progressivement, les discours officiels ont fait de ces évolutions l'image de l'inertie et du manque de volonté. Or, de nombreux changements peuvent intervenir sans être visibles, simplement parce qu'il n'existe pas d'indicateurs permettant de les mesurer. Ces changements seront surtout qualitatifs et non monétaires, ils ont lieu mais ne se lisent pas dans les statistiques. Une politique publique peut se révéler très efficace, sans que les indicateurs quantitatifs habituellement utilisés ne soient capables de rendre compte de cette efficacité. Pour dire autrement, si la dimension quantitative d'une politique publique particulière ne connaît pas de rupture visible, cela ne signifie pas que cette politique est sans effet, qu'elle ne produit pas d'évolution qualitative, de mutation, d'amélioration de la vie de nombreuses personnes. Ces mutations, ces améliorations, ces changements qualitatifs peuvent ne pas être visibles statistiquement. Le qualitatif ne produit pas toujours et de façon rapide du quantitatif mesurable. Il faut qu'il y ait un saut dans ces évolutions qualitatives pour qu'elles se traduisent en termes quantitatifs, statistiquement identifiables. Faute de capacité à rendre compte de cette complexité, la pensée comptable supprimera la ligne de dépenses et les postes correspondant à cette politique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.